Écoutez, c'est moi qui vous remercie pour cette conférence. Je viens régulièrement dans différentes villes parler de cette question du handicap et musique et handicap, mais j'ai un cœur particulier pour la ville d'Arcueil. D'abord parce que, comme peut-être beaucoup d'entre vous, j'ai passé mes examens ici, mais aussi parce que je viens une fois par mois faire chanter des enfants dans les hauts quartiers d'Arcueil pour Demos. Donc Demos, ce n'est pas tout à fait du handicap, c'est plutôt de la difficulté sociale. Mais voilà, la Philharmonie de Paris a monté un projet qui est vraiment très 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 intéressant, de faire des orchestres dans les cités. Et donc Arcueil fait partie de ce projet. Alors il y a plein de types de handicap. Moi je vais vous parler du mien, comme Amel vous l'a dit, et je le remercie encore parce qu'on a eu des vrais échanges et une qualité de travail pour préparer cette conférence. La dyslexie. Alors moi j'ai une quarantaine d'années. La dyslexie, quand moi j'étais à l'école, eh bien, on entendait parler, mais on ne comprenait pas ce que c'était. Et donc je vais essayer de vous lire un texte que j'ai écrit qui parle de l'intérieur et qui essaye de vous montrer comment une vie de 10 a pu évoluer dans le temps. Alors je suis née en Belgique, de parents anglais et tchèques. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans, en parlant assez peu le français. Quand j'ai commencé la lecture, je ne comprenais rien. Pas grave, a-t-on dit. C'est le bilinguisme. Quand j'y arrivais toujours pas, ils ont dit « pas grave, c'est à cause de la naissance du petit frère ». Je n'ai pas le souvenir de ne pas aimer l'école. J'aimais apprendre, mais je voyais bien que j'étais différente. Ça ne rentrait pas, ou mal. Il n'y avait pas à l'école le pire souvenir, c'est sans doute ma réputation dans la famille. Parce que j'attrapais aucune balle. Je faisais les dessins, mais ils étaient toujours sales. Je me tachais. Et ça, personne ne me l'a expliqué. Et je me sentais tout le temps différente. L'orthophoniste, elle a fait du soutien scolaire, traditionnel. Le mot dyslexie était posé, mais pas la dyspraxie. La dyspraxie, c'est sans doute ce qui était le plus difficile pour moi. Et j'étais très distraite. J'arrivais pas à me concentrer. J'étais dans l'émotion. Et la toute petite fille très attentive recherchait toujours l'amour des adultes. Cet amour des adultes, il m'a porté. Mais le regard des autres enfants est resté gravé dans ma mémoire. J'étais dans une famille de musiciens, dans les familles à cœur joie, comme on dit, dans les familles où on chante lors des dimanches chorales. J'ai commencé le conservatoire, et là, personne n'a fait le lien, même blocage. Impossible de lire une portée, de me repérer dans les lignes. Et toujours le même sentiment, panique à bord. J'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai continué la musique, mais ça ne marchait pas. Au bout de 3 ans, où je lisais toujours les mêmes fautes, on m'a dit « Ta place n'est pas au conservatoire. Arrête le piano, arrête le solfège. » Je n'ai pas pu continuer la musique académique. Mais à 17 ans, j'ai fait des stages de direction de chœur. Et là, la vie m'a rendu ce qu'elle m'avait pris. Je suis devenue professeure au conservatoire de chant choral.
Quelles séquelles? Je me suis longtemps crue idiote. J'ai des lacunes solfégiques et le travail n'a jamais pu compenser. Et au fond de moi, je ne me sens pas musicienne. Quel avantage? Je mets la musique au cœur de la relation humaine. J'ai une belle musicalité et je suis empathique. Et je suis perdue dans mon PowerPoint. Quel regret? On m'a jamais dit ce que j'avais. On m'a jamais vraiment dit et expliqué ce que j'avais. Et si on me l'avait expliqué, eh bien peut-être que je l'aurais mieux accepté. Mais je pense que personne à l'époque ne comprenait. À l'âge de 18 ans, j'avais retrouvé ma confiance en moi, mais pas l'estime de moi. La peur de voir le terrain de la petite fille ne pas être compris revient tout le temps. Musicalement, j'ai compensé ma nullité en déchiffrage par une très bonne oreille. Je peux entendre très juste et jusqu'à 6 sons dans le même accord. J'ai aussi une bonne mémoire musicale. Avec le temps, avec l'âge, elle part un peu. Et j'ai un dynamisme à toute épreuve. À 40 ans, j'ai développé les chorales inclusives. Alors on discutait avec Madame tout à l'heure, l'histoire du handicap a suivi différentes phases. Et nous sommes maintenant dans une phase de l'inclusion. À la différence entre l'intégration et l'inclusion, c'est que l'intégration, on mettait un enfant dans une classe spécialisée, mais la classe restait enfermée en elle-même. Alors que dans l'inclusion, on met un enfant dans une classe non spécialisée, avec des enfants ordinaires, mais par contre, une aide spécifique qui va aider à pouvoir dépasser son handicap. On en reparlera tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc j'ai choisi un métier où, dans les chorales, je n'ai quasiment que de l'unisson, ce qui fait que c'est compatible avec ma musicalité. Et j'ai adapté tout mon parcours professionnel à mon fonctionnement cognitif. Je souffre encore de ne pas pouvoir mémoriser les prénoms. Et quand vous dirigez une chorale, c'est un petit peu embêtant. J'ai toujours de la difficulté à lire à haute voix et j'ai dû répéter au moins 2 heures aujourd'hui ce texte, que je connais pourtant, pour essayer de ne pas faire trop d'erreurs. Et un signe qu'on ne connaît pas ou qu'on méconnaît, c'est que je le manque du mot. Quand vous cherchez un mot et qu'il ne vient pas, voilà, c'est encore une séquelle de la dyslexie. Et pour finir sur cette première partie de la conférence, je voudrais vraiment remercier la neurologie. Parce que maintenant, grâce aux IRM, on peut voir où est la dyslexie et quelle est la différence entre un cerveau neurotypique et un cerveau atypique. Et l'hypothèse la plus connue à ce jour serait en fait qu'on n'a pas la même capacité à déchiffrer. Dans nos yeux, on a un magus vigus, quelque chose comme ça, un nom barbare latin, qui fait que vous avez une différence entre un œil qui est directeur et l'autre qui suit. Et bien nous, on n'aurait pas ça, ce qui fait que du coup, les 2 yeux ne peuvent pas converger de la bonne manière, et ce serait d'abord un problème de la déchiffrage qui ensuite aurait des séquelles au niveau neurologique. Voilà, ça c'est... Pour préparer aujourd'hui, j'ai revérifié un peu quelles étaient les dernières nouvelles. C'est des Belges qui ont trouvé ça, et je peux le confirmer. Et du coup, tous les 5-6 ans, je retourne voir l'orthoptiste pour faire un travail, pour remettre les yeux bien dans l'ordre, pour pouvoir mieux voir. Et j'ai oublié qu'il y avait la langue des signes, je ne prends plus le temps. Pardon. Voilà cette première partie.
Alors, puisqu'on est peu nombreux, peut-être ne gardez pas vos questions pour la fin. Et si vous avez déjà des questions sur ce parcours ou si vous avez des témoignages, peut-être qu'on peut, dans un premier temps, redonner à nouveau la parole à la salle. Ils attendent la suite. Alors la suite, c'est un mélange entre le concept que j'ai créé autour des chorales inclusives et puis des recommandations. Pour ne pas trop vous disperser, je suis restée surtout autour des troubles qui s'appellent TSA, donc troubles du spectre autistique et puis troubles de la dyslexie, pour rester dans un problème essentiellement cognitif. Mais si vous avez d'autres questions autour d'autres handicaps, on pourra en parler également. Alors, je vais me reculer comme ça, je te vois mieux. Donc, comme je vous disais, le regard qu'on peut porter sur le handicap a beaucoup changé. L'un des éléments les plus probants dans le changement du handicap, c'est la loi de 2005. Simone Veil, notre chère Simone Veil, a fait une loi qu'on connaît moins, c'est la loi sur le handicap. Ça date des années 1975. Elle a fait 2 lois. Une loi qui porte sur les métiers des personnes qui vont accompagner les personnes handicapées. Et ils ont créé tous les orthophonistes, les rééducateurs, les AMP, les éducateurs spécialisés, enfin toute cette branche de métiers différents. Et puis elle a créé plein d'établissements, les IME, les MAS, les femmes, enfin toute la branche d'établissements qui vont s'occuper des personnes handicapées. C'est à la demande de familles. C'est essentiellement l'UNAPI, l'Association Paralysée de France qui ont porté ce type de loi, tout simplement parce qu'après-guerre, la santé a commencé à être meilleure. Du coup, les personnes handicapées vivaient, alors qu'avant, elles décédaient beaucoup plus. Donc on avait beaucoup d'enfants dont on ne savait pas quoi faire. Et ces lois ont à la fois été très intéressantes parce qu'elles ont permis une éducation spécialisée pour les personnes handicapées, mais en même temps, elles ont créé de l'exclusion. Moi, j'habitais une ville où il y avait la ville. Le lycée, on le mettait un peu loin, parce que quand même, ça faisait du bruit, donc s'il pouvait être un peu dégagé de la ville, du centre-ville, c'était pas mal. Après, il y avait la maison de retraite, parce que les petits vieux, ils n'avaient pas intérêt à aller dans le centre-ville, ils restaient dans leur EHPAD. Et puis encore plus loin, au vert, il y avait les établissements pour les personnes handicapées mentales. Ce qui fait qu'on a perdu l'habitude d'avoir des personnes handicapées mentales dans la ville. Ils étaient pris en charge à l'extérieur. Et quand j'ai commencé ma carrière, j'ai dû passer au moins 2 ans dans le même établissement sans jamais aller en ville avec les personnes handicapées. Donc la loi de 2005 est venue changer tout ça. Ça, c'est la loi Chirac sur l'égalité des chances, et donc qui fait un travail sur arriver à l'inclusion et ne pas arriver à l'intégration. Donc elle a 2 volets. Elle a le volet sur l'accessibilité du cadre bâti et tout ce travail pour pouvoir faire en sorte que la ville devienne accessible. Et puis elle a un volet qui est aussi tout le travail sur la vie sociale et notamment l'inclusion à l'école. Le plan d'autisme vient de réapparaître et on a redit qu'il fallait absolument qu'il y ait la plus grande inclusion à l'école. Voilà, c'est la priorité du gouvernement pour aujourd'hui. Et donc on va avoir toujours la personne handicapée, quelles sont ses difficultés, quels sont ses besoins spécifiques. C'est la manière dont la France traite systématiquement les personnes en situation de handicap, et cette analyse va devenir un plan de vie qui sera du coup compensé ou pas par la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Alors quand on est arrivé avec la musique, la question s'est posée, est-ce que la musique est compensable ou pas? Où vont les personnes qui font de la musique? Est-ce qu'elles vont au conservatoire? Et si elles vont au conservatoire, est-ce que le conservatoire a une qualité de bâti possible ou pas? C'est comment à Arcueil?
Accessibilité du conservatoire, quelqu'un sait? Bonne question. Et puis la deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'offre de service est adaptée ou pas? Et vous avez pour ça une association qui s'appelle MESH, qui est l'association phare sur les questions d'accessibilité des services. Et donc on forme les profs de conservatoire à pouvoir connaître les besoins spécifiques des personnes qui sont handicapées. Et donc je vous ai vu lire en même temps que vous m'écoutiez, donc je ne vais pas vous le répéter, mais il y a des besoins très spécifiques pour les personnes 10, et la simple chose de prendre une écriture handicap, qui est une écriture bien spécifique, qui permet de mieux reconnaître le B du D par exemple, ou le P du B, nous change complètement la vie. Il y a en ce moment une maison d'édition d'écriture qui est en train de entièrement repenser la manière de mettre en avant la police. Et du coup, c'est tout bête. Ils font du rouge, du noir, du rouge, du noir. Mais pour nous, ça nous permet vraiment beaucoup plus de comprendre comment est-ce que l'œil se pose de manière différente. Donc en fonction de chaque handicap, on va voir quelles sont les difficultés que la personne rencontre et comment on y fait face. Alors il y a toujours des points de vigilance, c'est toujours... Rebonjour. C'est toujours la méthodologie qui est proposée par la loi de 2005. Donc quels sont les besoins spécifiques, quelles sont les réponses adaptées, quels sont les points de vigilance. Et c'est vrai que la dyslexie en musique est très utilisée. Il y a même une méthode de remédiation grâce à la musique pour les dyslexiques. Et trop souvent, du coup, on oublie le plaisir. C'est-à-dire que est-ce que la musique est là pour réparer ou est-ce que la musique est là pour faire plaisir? C'est toujours un mélange entre les deux, mais c'est quand même là-dessus qu'il faut se poser la question. Et puis une autre des questions, c'est si on adapte si spécifiquement les choses pour cet enfant-là, du coup, comment est-ce qu'il est vu par les autres? Parce que du coup, c'est toujours le différent par rapport aux autres. Et donc, il y a un double enjeu, pouvoir faire un travail individuel dans le collectif et pouvoir faire que le collectif reste un collectif d'enfants. Alors, celui-là, c'était celui que je cherchais. Peut-être qu'avant de passer à ça, je vais vous montrer une des vidéos de la chorale. Hop, alors, est-ce que tout va marcher comme je veux? C'est moins sûr. Bon, alors, je viens de elle ne marchait pas, donc je suis allée la chercher sur YouTube. Donc, vous avez... Ah, le son est coupé. La connexion est mauvaise, donc le son coupe. Donc, je vais vous faire la traduction. Là, on rentre dans une maison de retraite. Dans cette maison de retraite, vous avez 7 enfants qui viennent sur l'âge scolaire. C'est une dame qui a une maladie d'Alzheimer très développée. Et dans le travail qu'on peut faire, on est toujours en train de faire un travail où c'est d'abord la relation qui prime sur la musicalité. C'est-à-dire que c'est mettre en connexion les enfants avec les personnes âgées. Je voudrais juste vous montrer un petit peu. Voilà, donc tous les enfants font la bise aux résidents. On s'appelle tous par nos prénoms parce que quand on est en EHPAD et qu'on est là depuis des années, on s'appelle toujours Madame Legrand. Et finalement, il y a de moins en moins de personnes qui nous nomment par le prénom. Donc, comme chacun, on a, voilà. Et il y a tout un travail, comme je vous disais, de relationnel, voilà, d'imitation entre les gens. Et si vous êtes attentif au visage, il y a déjà une manière d'être qui est différente des visages qui sont déjà
déjà plus doux, déjà plus... Alors ça, c'est un jeu qu'ils adorent, ils se donnent un prénom, et puis ensuite, chacun imite le prénom de la personne. Une autre règle qu'on met en place, c'est qu'il y a évidemment des paroles, ça s'appelle des partitions paroles, elles sont toutes adaptées aux personnes âgées avec une police 16. Et la plupart des choses sont des chansons de la chanson française de 1930 jusqu'à nos jours, et plutôt plus de nos jours que de 1930. Et l'intérêt d'avoir une chorale où il y a également des personnes, où il y a des enfants, où il y a des familles, c'est que du coup la patte sonore est présente, et du coup on a moins de difficultés que quand on est dans une résidence de seniors où il n'y a que des personnes âgées avec la voix vieillissante de la personne âgée. Donc le directeur qui explique que c'est un projet d'ouverture. Les enfants payent 240 € par an et l'établissement paye 1 000 € par an, ce qui permet d'équilibrer et de partager les frais. Et tous les enfants apprennent à diriger les chorales. Voilà, cette dame explique que ça lui fait beaucoup de bien parce qu'elle ne voit pas ses petits-enfants, et qu'en venant à la chorale, elle pense à ses petits-enfants sans qu'ils soient là. Alors, pour beaucoup de personnes Alzheimer, ça va être très difficile de pouvoir chanter, et du coup, on met des body claps qu'ils vont pouvoir faire, même s'ils n'ont plus la parole. Et je t'ai complètement oublié, je suis désolée. Voilà. Si on garde vos mails, ça s'appelle un bel exemple de la chorale. Il est là. Le bel exemple d'une chorale intergénérationnelle, et du coup, vous aurez le son qui va avec. Donc, les chorales intergénérationnelles, elles sont nées... Est-ce qu'on est là? On doit être là. Elles sont nées d'un hasard. Tac, et à partir de cette diapositive. Elles sont nées d'un hasard. Je dirigeais une chorale d'enfants tout à fait lambda. Et est arrivée une mère qui voulait inscrire sa fille. Et elle m'a dit, je ne pourrai pas venir, j'ai un enfant dans un fauteuil. Je peux faire sans micro, ça te dérange? Vous entendez tous? Ce sera plus simple. Et j'ai dit, vous inquiétez pas, le lieu est accessible, si vous passez par derrière, vous pourrez venir. Et donc elle arrive avec un enfant qui avait 12 ans, qui était un enfant qui a eu une mort subite. Et par chance ou par malchance, je ne sais pas, elle a compris qu'il était en détresse, donc elle a appelé les pompiers sont venus, mais avec beaucoup trop de retard, et du coup il s'est passé ce qu'on appelle une anoxie du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau manquant d'oxygène, il y a eu des séquelles. Donc il était dans un fauteuil moulé, c'est-à-dire que comme plus rien de son corps ne pouvait tenir, le fauteuil était absolument conforme à la position qu'il avait. Donc il était comme ça, une vue à moins 80, aucune capacité de pouvoir parler, aucune capacité de se laver, tous les gestes de la vie courante ne pouvaient plus se faire. On devait lui donner à manger et du mixer pour éviter les fausses routes. Donc voilà, il présentait le tableau d'une personne polyhandicapée. Et moi, je travaillais dans une maison d'accueil spécialisée. Donc c'est là où on reçoit des personnes polyhandicapées. Et j'ai vu que son regard se fixait. C'est-à-dire que beaucoup de personnes polyhandicapées balayent tout le temps. Et son regard se fixait. Et j'ai vu que son iris aussi se réduisait. Et puis sa spasticité de sa main se détendait. Donc j'ai dit à sa maman, j'inscris vos 2 enfants. Et elle ne m'a pas cru. Je lui ai dit, si, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais essayons. Alors il y a eu un premier effet qui était vraiment très intéressant, c'est que les autres enfants se sont appropriés cet handicap. Et qu'au début, si c'était à moi de pousser le fauteuil quand on faisait de la mise en scène, ou si c'était à moi de remettre la main si la main était tombée, très vite, les autres enfants ont compris ce qu'il fallait faire et ont su prendre
en charge de Charles. Et à la maison, il commençait à chanter. Il avait toujours fait un peu de vocalise, il avait toujours eu un petit ambitus vocal, mais il chantait les chansons qu'on chantait. Et 4 ans plus tard, il chantait juste avec les paroles. Et ce qu'on a travaillé avec les spécialistes avec lesquels j'ai réfléchi, c'est que c'est parce qu'il était dans l'inclusion que ça avait été possible. Et que s'il avait été dans une institution spécialisée à faire « ah », comme on fait quand on est en masse, il n'y aurait jamais eu ce bain sonore, ce bain culturel qui fait qu'il aurait pu retrouver des potentiels réprimés. Donc voilà, c'est parti de là. Actuellement, moi, à un moment, je dirigeais 12 chorales inclusives. Je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc maintenant, je forme aux chorales inclusives. Et il y a une quarantaine de chorales qui existent en France. On avait commencé du côté du chant du handicap, et donc tout handicap confondu. Et les maisons de retraite sont venues nous chercher. Alors du coup, la réflexion avec les maisons de retraite, c'est comment est-ce qu'on peut faire de la pérennité. C'est-à-dire que si on fait... Je l'ai oublié, j'arrête pas de t'oublier. Ça va, c'est pas trop vite? Parfait. Pas... D'accord. Si on fait, comme beaucoup de chorales font, venir pour à la fête d'anniversaire, les fêtes de Noël, les fêtes de juin, etc., ça ne crée rien. Parce que ce dont les personnes isolées ont besoin, c'est de la relation. Avoir une chorale qui vient chanter, c'est agréable, mais ce n'est pas ça qui va sortir de l'isolement les personnes qui sont exclues de notre société. Donc voilà, j'accompagne les gens pour que dans un premier temps, ils viennent avec une périodicité, et puis une fois que le lien est établi, que le chef de chœur se sent en confiance, eh bien, on met en place une chorale à l'intérieur de l'établissement où les résidents et la chorale puissent chanter. Et donc, on a plein d'astuces différentes. Ça peut être des voisins qui viennent chanter. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ça peut être des personnes, ça peut être des voisins, des écoles. Mais des écoles, c'est compliqué parce que vous avez 30 gamins et 15 résidents. Et du coup, il y a un déséquilibre. Il y a trop d'enfants, en fait, pour pouvoir mener un atelier qui est intéressant. Je suis en train de monter une chorale avec 2 enfants, enfin avec 2 crèches, pour qu'il y ait 8 enfants de crèche. C'est pas mal, c'est une bonne manière de faire de l'inclusion, mais les petits sont presque trop petits, parce que du coup, ils restent dans les basques des aides périculture et ils n'osent pas aller vers les enfants. Voilà, de toutes les expériences qu'on a pu faire, c'est vraiment l'âge CE2, CM2 qui est le plus intéressant. On essaye de mettre en place, j'espère que ça se fera, une chorale au Collège des Bernardins avec des lycéens, avec une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'autre, qu'est-ce que c'est, enfin une réflexion sur qui on est et qui nous sommes. Eh bien, pendant que je bois un verre d'eau, je vais vous passer l'autre vidéo que je voulais vous montrer aujourd'hui. Celle-là, elle a du son. Non, ça c'est ça. Voilà. Alors ça c'est donc... moi je viens de Bois-Colombes. Sur Bois-Colombes, il y a donc toutes les maisons de retraite de Bois-Colombes ont une chorale. Elles sont toutes inclusives. Il y en a 2 où c'est des voisins, il y en a une où c'est les enfants que vous avez vus et une 4e où c'est les enfants de crèche. Et sur Colombes, qui est la ville d'à côté, je fais une recherche du côté du handicap. Donc la question, c'était comment est-ce que la question du handicap et des personnes âgées peuvent se mixer ou pas. Et du coup, comment rendre la ville ouverte vers les... Non, on a vraiment un problème de son, donc tout à l'heure c'était ça qui n'allait pas. Donc là, vous avez 2 foyers de vie. Donc les foyers de vie, c'est là où il y a les personnes adultes
otite trisomique et puis problèmes associés. J'utilise le chant choral comme étant un accès au langage en fait. Du coup, faire de la chorale inclusive toute l'année avec des gens extérieurs qui viendraient nous aider serait un peu fastidieux pour les gens extérieurs. Donc pour les concerts, on se retrouve. Et ça, je crois que c'est la 4e fois. Il y a au moins une dizaine de personnes qui viennent pour la 4e fois chanter avec eux. Il faut être dans l'inclusion. Il faut ouvrir les portes des établissements qui reçoivent des personnes âgées. Les personnes âgées, on l'a compris, c'est très difficile qu'elles sortent de l'établissement. Par contre, que nous, on aille dans les maisons de retraite, c'est essentiel. Et pour les personnes handicapées, il faut faire des projets avec de l'ouverture, avec le conservatoire, avec tous ces projets qui permettent aux personnes de s'inscrire dans la Et ce qui est fabuleux, c'est que je n'ai pas appris aux enfants. Hein. Ce lien, ce spontané, ce regard, ce est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, enfin, voilà, tout ça, naturellement, au fil des répétitions, se construit. Alors là, on est de nouveau dans le même jardin de la maison de retraite que vous avez vu. On a transformé la lourdeur de la fête de fin d'année. Tous les établissements se sentent obligés de faire cette fête avant l'été, etc. En un truc un peu mondain. Vous en étiez à champagne et macarons. Et on a enlevé vraiment tout ce côté un peu difficile a été sublimé par le fait que c'était la ville qui rentrait dans la maison de retraite à part entière. J'ai inversé le paradigme. C'était pas les personnes valides qui venaient aider les personnes handicapées, c'était les personnes en situation de handicap qui essayaient de faire comprendre leur vécu aux personnes ordinaires. La rencontre s'est faite aujourd'hui et ensemble ils ont fait un spectacle qui est certainement un des plus beaux spectacles que j'ai jamais vu, que j'ai jamais produit. Des gens comme celui qui est en blanc, là, qu'on voit, il est incapable de chanter seul. Si je chante avec lui, et là, si on le réécoute, vous allez voir, il est porté par le groupe et du coup, là, ça sort pas parfaitement, mais ça sort.
Donc là, forum des associations, pareil, on essaye de faire en sorte qu'il y ait de l'intergénéralité et puis on ne peut pas emmener les personnes âgées sur scène, mais les personnes handicapées sont là. Alors, faire essayer ça à une personne qui a 104 ans et qui est pleine d'arthrite, si vous lui demandez « Allez, levez le bras !» que nini. Et alors que dans une chanson, pris dans le mouvement arrive. Je fais partie de la chorale Cœur des Familles, donc on se retrouve une fois par mois en famille. Donc moi j'ai la joie d'y aller avec ma fille et c'est une activité qu'on partage toutes les deux du coup. Et on retrouve d'autres familles avec des enfants de tous les âges et qui cherchent à tenir un peu l'ambiance parce que du coup il y a à la fois des choses ludiques pour les enfants avec des chansons avec des gestes et puis des chansons un peu plus pour toutes les générations que nos parents peuvent connaître par exemple. Donc c'est chouette aussi au niveau du répertoire de parcourir tout ça. Voilà. Alors, selon les concerts, ça a été à très grande géométrie différente. Quand vous nous voyez sur le podium, mes choristes extérieurs m'ont dit « là, t'es allé trop loin ». Parce que nous, on a aussi une certaine image pour l'association. Si on veut faire venir du monde, et du coup, il faut qu'on donne aussi un projet musical qui ait un petit peu d'ampleur. Et du coup, je ne mélange plus personnes handicapées, personnes âgées, voilà, je scinde un peu les choses. Et ceux qui croient au projet du côté du handicap viennent me rejoindre sur la ville d'à côté, mais ils ne restent pas sur Bois-Colombes. Finalement, s'occuper de personnes âgées, c'est un peu notre suite aussi, parce qu'on se dit un jour ce sera notre tour. Alors, beaucoup de gens le disent. Ils disent, moi, je veux bien aller dans une maison de retraite parce que ma mère y était pendant de nombreuses années et je veux revivre un peu cette ambiance-là. Ou moi, quand je serai plus tard, je voudrais qu'il y ait une chorale inclusive qui ait lieu dans ma ville ou dans ma maison de retraite. La question du handicap mental, il restera toujours la question de l'étrangeté. Voilà, qui est cet autre qu'on ne comprend pas? Les personnes trisomiques, la question va se poser surtout par rapport à l'élocution. Les personnes autistes, c'est vraiment cette question de... On ne le comprend pas et du coup, quelle relation tisser avec quelqu'un qu'on a du mal à cerner. Alors, on a, comme je vous en parlais par rapport à la dyslexie, la neurologie est devenue notre Dieu. Je ne sais pas si c'est si bien que ça que la neurologie prenne un tel poids, mais en tout cas, il y a des études qui sont faites sur musique et cerveau, et en particulier par Hervé Platel, qui font des choses vraiment très, très, très intéressantes. C'est un neuropsychologue qui vient de Caen. Et c'est eux les premiers qui ont montré que dans, par exemple, la maladie d'Alzheimer, on pouvait encore être dans des situations où on continuait d'apprendre. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé qu'il fallait faire la Java bleue et Mon amant de Saint-Jean, et pas du tout. On peut continuer à faire des choses qui sont simples à apprendre. Mais des canons, nous on travaille beaucoup sur les canons.
et ça rentre. Et on commence à voir aussi, parce que du coup on est plusieurs à tester les choses, que non seulement ça rentre, mais qu'on peut même les refaire chanter la deuxième fois. C'est-à-dire qu'ils ne chantent pas que la voix mélodique, ils peuvent apprendre la seconde voix. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour le fonctionnement neuronal, parce que ça sous-entend qu'on peut continuer dans un processus d'apprentissage. Et si on est dans un processus d'apprentissage, on est en train de faire du bien au cerveau. Ça, c'est des choses qui vont alimenter le cerveau. Et donc, quand j'étais en maison d'accueil spécialisée, l'objectif dit par l'État des maisons spécialisées, maisons d'accueil spécialisées, c'est maintenir les acquis. C'est-à-dire que les gens arrivaient à 20 ans et on les condamnait à ne pas pouvoir progresser. La seule chose, c'était essayer d'éviter la régression. Et la neurologie a balancé ça complètement différemment. Et du coup, dans le chant, il y a à la fois de l'activation de la vue, de l'audition, de la mémoire, des aires d'émotion, et on appelle ça un éveil neuronal complet dans la musique. Donc c'est vrai que la musique est très 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 utilisée pour pouvoir aider les personnes en situation de handicap à pouvoir se vivre autrement. Alors Christian Schott, je n'ai pas d'autorisation d'image, donc je ne peux pas vous en montrer. C'est un homme immense, il fait 1,90 m, très 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 imposant, qui a l'autisme de Kanner. Donc je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais on entend tout le temps parler de l'autisme d'Asperger, qui est l'autisme de haut niveau. L'autisme de Kanner, c'est l'autisme avec un déficit intellectuel très fort. Et souvent des troubles associés qui sont assez compliqués. Donc, Christian a un autisme de Kanner et son père remarque que, enfin son père met de la musique wagnérienne, allemande, Strauss, tout le temps. Et son père voit qu'il est intéressé par cette musique et comprend que non seulement cette musique l'apaise, mais qu'en plus, quand il écoute la musique, il semble pouvoir avoir une écoute suffisamment sélective pour se brancher sur un des instruments de l'orchestre symphonique et pouvoir le suivre. Donc son père lui dit, qu'est-ce que je peux lui donner comme instrument qui fait qu'il peut essayer de faire quelque chose de son corps. Et l'autisme de Kanner fait qu'on a un schéma corporel qui est souvent assez particulier. Et de ce fait-là, il y a des hémiplégies, il y a des contractures. Et donc, il avait une hémiplégie gauche. Et donc, il lui a donné un violon parce qu'avec le violon, il n'y a que ça à faire. Et il s'est complètement rééduqué grâce à la musique, tout seul, à force de la volonté, et pris par une telle volonté de pouvoir jouer et faire quelque chose de son violon. Donc voilà, vous pourrez voir sur Internet, vous trouverez des images. Mais sans Wi-Fi, je ne pouvais pas vous en montrer là. Hop. Pourquoi tu ne passes pas au suivant? Parce qu'il faut ça. Je vais peut-être prendre le temps de tout vous expliquer. Un autiste, sa plus grande peur, c'est que les choses changent. Parce qu'il n'y a aucune capacité à inventer. Il n'y a aucune capacité à faire une interférence. Une interférence, c'est que moi, je m'adapte parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire de la langue des signes. C'est que je vous regarde quand je parle et que j'essaye de capter. Voilà, toute cette chose qu'on apprend spontanément, l'autiste n'est pas dans ces apprentissages-là. Donc du fait qu'il ne peut pas apprendre intuitivement, il a toujours besoin des choses extrêmement stables parce qu'il comprend par contre que A amène B, amène C, amène D. Donc si ça recommence, il va se dire c'est bon, je crois avoir compris. Christian, il disait qu'il se forçait à rire parce que spontanément, il n'avait pas le rire communicatif. Si on parle de quelque chose, ou il y en a un autre qui est très intéressant à écouter, c'est Joseph Chovanec.
il a appris à faire toutes les 40 secondes au téléphone. Parce que s'il n'y a pas de réponse de temps en temps, oui, à une tête, eh ben, on n'a pas l'impression d'être compris par son locuteur. Un autiste ne comprend pas ça, il est obligé de l'apprendre, on est obligé de lui enseigner pour qu'il puisse le faire. Donc, si vous avez dans votre salle de musique au conservatoire d'Arcueil une belle salle de percus et qui fait des percus, ne vous amusez pas à changer la disposition tous les 4 matins. Ou si vous la changez, expliquez. Ah, attention, aujourd'hui j'ai changé, t'inquiète pas, c'est pas grave. Il faut beaucoup parler avec les autistes. Plus vous avez des personnes qui n'ont pas le langage, et plus vous devez parler. C'est une espèce de curseur comme ça qu'il faut construire. Ils sont aussi très distractibles. Vous les voyez souvent avec des lunettes rouges ou des lunettes qui filtrent un peu la lumière parce que un moindre truc va choper l'œil. Ils ont en fait, on commence à comprendre, mais on en est loin encore de tout avoir compris de l'autisme. L'une des raisons serait des seuils perceptifs extrêmement hauts. Donc ce que moi je dis à voix ordinaire, eux l'entendraient peut-être extrêmement fort et donc très strident. Une autre autiste, parce que maintenant on commence à avoir pas mal de conférenciers qui nous expliquait que dès qu'il y avait du rouge, elle ne voyait plus que ça. Elle ne pouvait pas s'en défaire. Et du coup, c'est créer des lieux où, par exemple, on ne va pas mettre des affiches. Et souvent, ce qu'on fait pour ceux qui ont des besoins particuliers, ça fait du bien à tous. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que, est-ce que dans notre salle de musique, on a vraiment besoin des affiches des uns et des autres, plus des pastilles, plus de « toi tu te mets là, toi tu te mets là, toi tu te mets là ». Il y a tellement d'éléments dans l'environnement que du coup, les élèves se laissent distraire par le nombre de choses qu'il peut y avoir. Alors, les autistes, ils ont aussi toujours le même centre d'intérêt. Je vous montrerai la photo de Lisa. Lisa, c'est une jeune femme qui vient à la chorale des familles, donc là où vous voyez l'intergénérationnel. Et systématiquement, elle arrive. Micha, t'habites au 17 de la Paix. Micha, t'habites au 17 de la Paix. Micha, ta fille s'appelle Clara. Micha, et puis il faut qu'elle déroule tout un nombre de questions. Et une fois qu'elle est allée au bout de ces questions, et une fois qu'elle a trouvé son cadre et qu'elle peut se poser, ça peut aller. Maintenant, il n'y a quasiment plus, elle a 22 ans, maintenant il n'y a quasiment plus de difficultés particulières. Et samedi, on a fait une répétition où on a fait venir l'ensemble des choristes pour une répétition générale. Elle a mis au moins 25 minutes à retrouver son calme. Parce qu'elle était et Marie d'Aude, où est-ce qu'elle habite, et machin, et machin. Et une personne âgée, quand elle va de moins en moins bien, sa réaction première, c'est de s'endormir. Et donc, elle ne dérange pas le groupe. Alors qu'une personne en situation de handicap, elle va être plutôt bruyante quand elle est perdue. Donc, c'est beaucoup plus difficile à faire accepter par le reste du groupe. Ah oui, et ensuite, il y a des choses très, très particulières qu'on peut utiliser. Exactement le timer que vous utilisez pour le riz, vous allez l'utiliser pour les personnes autistes en disant « Allez, on fait 5 minutes de solfège, puis après on passera à autre chose ». La méthode Teach, c'est une méthode qui est extrêmement intéressante, qui est très controversée, mais très intéressante, parce que ça renforce les réussites. C'est-à-dire que, alors, il y a 30 ans, quand ça a été inventé, c'était « Tu dis bien ta phrase, tu auras un morceau de chips ». Et donc, du coup, il y a un côté très pavlovien qui était un peu dérangeant. Hop. Alors voilà, j'ai un trou, je ne sais plus son prénom. Jamila. Donc Jamila, c'est la personne centrale qui est plus grande. Donc elle fait partie d'une chorale avec des tout petits parce que avec la chorale des grands, ça ne marchait pas. C'était trop difficile au niveau de l'intégration. Et c'était une réflexion qu'on a menée avec sa mère sur quel sens ça a de mettre une fille de 11 ans avec des petites de 7 ans. On a fait plusieurs tentatives, ça marchait bien, donc on a laissé les choses faire. Donc il n'y a pas de dogme sur comment intégrer les différentes personnes. Là, vous avez de nouveau des photos sur la chorale que vous avez vue.
Alors, le travail est très différent que vous soyez ici. Donc là, c'est avec un enfant, une personne trisomique, où il y a tout un travail, surtout au niveau de l'élocution, à faire. Contrairement à quelqu'un qui est avec des troubles autistiques, où c'est faire sortir la voix déjà, qui est compliqué. Et du coup, on est en train de mener une recherche assez intéressante sur comment est-ce que le chant, je vous en ai dit 2 mots, peut faire émerger le langage. C'est-à-dire que comme ils sont pris dans la prosodie, comme ils sont pris dans la mélodie, ben, ils se disent « Ah !» et puis d'un seul coup, le son sort sans qu'ils s'attendaient à ce qu'il sorte. Et il y a tout un travail à faire par rapport aux stéréotypies, parce que souvent, voilà, si je suis là, je suis trop proche et du coup, la personne se sent en difficulté. Si je suis là, je suis trop loin. Donc, il y a vraiment, on est tout le temps en recherche pour trouver comment est-ce qu'on peut créer une bulle relationnelle. Et à partir de cette bulle relationnelle, du coup, on porte la voix de l'autre. C'est vraiment très, très, très intéressant à vivre. Et d'un seul coup, il y a une osmose qui se crée et le langage apparaît. Alors, si vous voulez le PowerPoint, je vous ai mis les personnes et les associations que vous pouvez connaître. Je vous ai mis plusieurs lectures et puis plusieurs cytographies. Et merci beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages, la parole est à vous. Bah alors. Alors moi, je voudrais poser des questions à Evelyne. À moi. D'accord. Qu'est-ce que signifie la musique pour Evelyne? Evelyne, c'est... Alors, moi je suis sur les vibrations, voilà, essentiellement sur les vibrations, j'entends rien du tout. Du coup, en fonction aussi de la pièce, ça va plus ou moins rebondir ou se perdre. Si je suis à côté, je peux percevoir les vibrations, mais sinon je n'entends pas. Et donc par rapport aux vibrations, effectivement, voilà, je ne ressens la musique que sur les vibrations. Et alors je suis souvent obligée de passer par le corps, c'est-à-dire je mets ma main sur la baffle et je ressens la musique, voilà, comme ça parce que je suis sourde profonde. C'est comme ça. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, j'entends pas la musique. Voilà, je suis... ouais, un peu, je me sens comme tout le monde en même temps. Voilà. Mais est-ce que c'est vécu vraiment comme une frustration? Non, mais parce que depuis, je suis née sourde, donc je suis comme ça depuis le début, donc ça ne me manque pas particulièrement. C'est vrai que au fond de moi, j'aimerais ressentir. Hein, voilà, j'ai une petite jalousie, comme ça, une petite envie qui est là au fond, parce que je ne connaîtrai jamais ça. Mais sinon, je ne l'ai jamais ressenti. Donc, alors, c'est vrai que quand je vois des personnes comme ça s'enflammer sur la musique, je peux avoir quelque chose de l'ordre un petit peu comme ça, de l'envie. Mais c'est très petit, parce que je n'ai jamais entendu la musique. Voilà. Donc, alors je pose cette question parce qu'Evelyne me demandait pourquoi, quel intérêt pour elle de venir à cette conférence. Et donc, moi je dis que c'était important de venir pour expliquer
aux entendants ce que ça signifie de ne pas pouvoir écouter la musique, entendre la musique. C'est quand même un monde perdu. Un quoi? Un monde perdu. Pas pouvoir Non, parce entendre la qu'il musique. y a un autre monde vibratoire que nous, on ne connaît pas. Il y a... Un monstre comme ça. Ouais, et du coup, voilà. En plus, la culture sourde est une culture qui est très vivace. Hein, il y a toute une histoire particulière par rapport à la surdité, où on a inventé la langue des signes, puis on a dit non, c'est pas une bonne idée, on a attaché les mains dans le dos pour les obliger à oraliser. Et puis maintenant, on est arrivé à un système mixte. Absolument. Tout à fait. Et du coup, voilà, il y a des expériences à l'Institut des jeunes sourds. Ils ont créé une salle de musique où, évidemment, tout est vibrant. Donc, vous seriez sur des enceintes que vous sentiriez sous vos fesses pour pouvoir ressentir la musique. Et puis, ils ont associé le son le son à la lumière. Et donc, vous avez des spots qui permettent de plus facilement percevoir la vibration. J'étais à la salle musicale la semaine dernière parce qu'il y avait un concert avec des jeunes sourds et on les a obligés à chanter et c'était pas beau parce qu'il n'y a pas de voix. Donc pourquoi aller vers une norme si la norme n'est pas possible? Oui, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez bien dit les choses. Parfait. C'est tout à fait ça. Parfait. Très bien. Oui, je vous remercie pour cette découverte parce que c'est quand même intéressant le témoignage que vous apportez et la manière dont vous gérez les choses. Est-ce qu'on voit progresser les gens, les uns par rapport aux autres, dans leur vie quotidienne? Est-ce que seuls les moments où ils sont en musique leur permet de sortir? Non, ça agit. Ça agit et ça agit dans la durée et dans la capacité à se détendre et la capacité à être plus ouvert aux autres dans l'après-répétition, mais dans surtout la question de l'estime de soi. C'est-à-dire que le fait de retrouver une activité où ils ont plaisir à réussir fait que la vie vaut mieux d'être vécue au long, enfin, pas seulement juste les 2 heures après. D'autres questions ou nous ajoutons un peu Oui, ce soir? j'ai encore quelque chose à ajouter. Vous prenez tous les handicapés, les trisomiques, etc. Ouais, parce qu'il y en a qui entendent la musique, vous aidez un petit peu tout le monde. Et non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a énormément d'handicapés, il y a des trisomiques qui et qui entendent. Et bon, moi, par exemple, qui n'entends pas, je me sens finalement, avec mon histoire de vibration, finalement pas en lien peut-être avec tous les handicaps que vous avez cités au préalable, toutes les différences. Parce que, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à inventer avec la langue des signes, voilà, la gestion de la langue des signes, et puis Alors, et il les y a... autres handicaps, pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose, et la vibration en lien avec la chorale et le chant, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à... En fait, on n'arrive pas, on essaye de monter quelque chose, mais on n'arrive pas à trouver où sont les sourds. On n'a pas d'association avec laquelle on a pu comprendre avec qui on pouvait travailler. Par rapport à... Mais on voudrait, parce que notamment, il y a une chose qui s'est développée qui est vraiment magnifique, c'est le chant cygne.
Donc c'est le langage des signes un tout petit peu poétisé, un tout petit peu chorégraphié. L'une des plus belles émotions musicales que j'ai eues, c'est le concours de Tours. Le concours de Tours, c'est un concours international de chant choral. Et c'était des Philippins qui venaient de gagner et ils étaient dans la joie d'avoir gagné. Il y a une tradition apparemment que dès que le concours est fini, les lauréats se mettent dans l'escalier d'honneur et se mettent à chanter. Et ils ont pris une respiration et ils ont signé au lieu de chanter. Sauf que on connaissait ce qui était, et donc on avait tous la musique dans l'oreille et on ne voyait que le silence et les gestes. C'était d'une émotion incroyable. Mais c'est vrai que le public sourd est très 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 exigeant, donc il faut vraiment choisir et proposer des exercices bien adaptés. Et du coup, oui, comme au fur et à mesure, je me rajoute des handicaps au fur et à mesure des rencontres et au fur et à mesure des projets qui se montent, c'est un travail de recherche, de compréhension et de formation qui est très important pour pouvoir bien comprendre ce handicap, besoin spécifique, réponse adaptée, quoi. Merci en tout cas dans ce sens. Mais si elle a une idée d'assos, on serait très intéressante. Non mais moi je pense, oui, il y a tellement d'associations à Oui, Paris, c'est ça. effectivement. Il y a IVT aussi qui fait du chant-signe, enfin il y a énormément de... Voilà, il y a quand même des associations qui sont... Oui, IVT, c'est ça, qui fait le chant-signe récemment, etc. Il y a pas mal de structures qui fait du chant-signe, et bien c'est peut-être les liens ou peut-être les clés d'entrée. Mais c'est une association culturelle, c'est pas une association de sourds. IVT. Ouais, non? Non, c'est le théâtre international visual Ouais. theater qui est, je sais pas, qui est à Paris-Dizier. Oui, c'est ça, oui, je sais où c'est. C'est un lieu de spectacle. C'est Chantal, c'est à Chaptal. C'est à Chaptal, oui, Chaptal, dans le 10e. D'accord. Voilà, et là il y a un lien parce que c'est. Voilà, ils sont quand même reliés avec plein de partenaires. Parce que moi je suis dans une association où on a des activités avec des sourds, mais la chorale, je pense que c'est un peu compliqué. Bien sûr. Le théâtre, oui, mais la chorale, Ouais, c'est ça. c'est compliqué. Je note. Donc, je voulais vous demander, comment vous travaillez en équipe, j'imagine, et ces équipes, elles se constituent comment, et comment est-ce que c'est quelque chose qui... est-ce que vous avez des lieux de rencontre, des échanges, comment est-ce que vous fonctionnez? Alors, on est encore une toute petite association. En tout cas, oui, on a des équipes qui sont plutôt sur le terrain et d'autres équipes qui sont plutôt administratives, à faire les dossiers de subvention et tous ces besoins-là. On est en train de faire en sorte que la formation soit certifiante et donc il y ait 3 jours qui puissent déclarer que la personne sait diriger une chorale inclusive. Et après, on a un colloque tous les ans pour pouvoir faire le point et se retrouver ensemble. Vous avez décrit votre itinéraire personnel. L'orthophonie classique ne vous a pas du tout aidé, si j'ai bien compris. L'orthophonie a répondu un peu à la dysorthographie. Donc là-dessus, oui. Pendant tout un temps, jusqu'au bac, j'osais même pas écrire tellement il y avait des fautes. Après, pendant toutes mes études universitaires et puis le début de ma carrière, je m'en foutais complètement. Et j'écrivais mais n'importe comment. Je me disais, je suis dyslexique. Voilà, l'excuse de la dyslexie. Et puis j'ai eu des enfants. Les enfants, du coup, on révise les règles de grammaire, on revoit les choses, etc. Et donc, je me suis un peu disciplinée. Et je fais beaucoup moins de fautes qu'avant aussi, grâce à tous les outils qu'on peut avoir. Mais on n'a traité que la dysorthographie. On n'a rien vu du reste.
Or, c'était bien la dyspraxie qui était la plus difficile au quotidien. Voilà, quand tout le monde joue au ping-pong et qu'on te regarde en te disant tu n'y arriveras jamais, voilà, enfin, il y avait vraiment au quotidien, ma voiture encore maintenant, on n'achète toujours que des épaves parce que je la cogne de tous les côtés. Je fais des créneaux n'importe comment. Si je marche et que c'est probable que je me cogne. Enfin, voilà, la dyspraxie, c'est beaucoup, beaucoup plus handicapant que le reste. Parce que c'est au jour le jour. Enfin, Alice Entrevoici aussi, mais c'est dans son quotidien que ça agit. Et là, pour le coup, j'ai jamais eu de rééducation. Alors que maintenant, je pense que les enfants qui sont 10, en plus, ils ont fait 25-10, enfin, 8-10 différents, iront voir une psychomote. Et c'est de ça dont j'aurais eu besoin. D'accord, donc on a fait quand même des progrès. Ah, largement, incroyablement. Et vous avez surtout une formation des enseignants, même non spécialisés, qui est incroyable.